Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Je suis en compagnie ce soir de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que le personnel de l'hôpital de Trinité est en grève et n'assure qu'un service minimum. Il y a quelques jours s'est déroulée la 2e édition du concours Martinique Territoire Innovation. Ce vendredi matin, une toute nouvelle déchetterie spécialement dédiée aux professionnels utilisant des produits dangereux a été inaugurée à la zone de la Lézarde, au Lamentin. Le 25 avril dernier, la mission locale du Nord, située au Robert, organisait une matinée d'information intitulée « Ambition, réussite, formation ». Emmanuel Causse, ministre du Logement, a annoncé des aides financières supplémentaires en Outre-mer pour accélérer la rénovation des logements sociaux. N'oubliez pas de vous munir de vos cartes électorales ce samedi 5 mai. C'est en effet demain que les ultramarins iront aux urnes pour le second tour de ces élections présidentielles qui voient s'affronter Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le syndicat d'enseignants SNUEP FSU a adressé un courrier à la préfecture et au rectorat pour tirer la sonnette d'alarme quant à la recrudescence des faits d'incivilité et de violence scolaire. Il réclame notamment le renforcement de la présence policière près de la cité scolaire de Place d'Armes au Lamentin, où, la semaine dernière, un jeune lycéen a été violemment agressé par d'autres jeunes venus de l'extérieur. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que le personnel de l'hôpital de Trinité est en grève et n'assure qu'un service minimum. Malgré la réunion qui s'est déroulée hier avec la direction de l'ARS, aujourd'hui, vendredi 5 mai, les barricades ont été maintenues. L'Agence régionale de santé s'est déjà engagée à relancer le gouvernement sur un projet de reconstruction de l'établissement estimé à 65 millions d'euros, dont 52 seraient à la charge de l'État et 6 millions seraient apportés par l'ARS. Mais malgré cet engagement, de nombreuses autres problématiques comme la sécurisation du site, le manque d'effectifs et de matériel sont encore en négociation. D'après les syndicats, la mobilisation n'est pas prête de s'achever. Il y a quelques jours s'est déroulée la 2e édition du concours Martinique Territoire Innovation. Le concours Martinique Territoire Innovation est organisé en partenariat par la Jeune Chambre économique de la Martinique et EDF, unis par un intérêt commun, le développement de leur territoire et la promotion d'une Martinique créatrice de solutions. Ils s'engagent ainsi à porter les projets des entreprises martiniquaises innovantes en matière d'amélioration de la consommation énergétique. Pour des innovations et un développement durable respectueux de notre identité territoriale, c'était le thème retenu cette année pour évaluer les initiatives locales proposées. L'objectif est de sensibiliser le territoire martiniquais aux défis identifiés par les organisateurs comme importants pour l'île et créateurs de solutions innovantes. Autre ambition affichée, découvrir les acteurs innovants de la Martinique, faire naître des potentiels et prendre conscience des spécificités liées à l'insularité en faisant connaître les talents locaux au niveau national. Les candidats ont pu concourir du 15 octobre 2016 au mois de janvier 2017 dans 4 catégories: habitat connecté, ville bas carbone, gestion des déchets et e-santé. L'accompagnement des vainqueurs de chaque catégorie à 2 concours nationaux leur permettra de rencontrer d'autres acteurs et de confronter leurs solutions notamment. Ce vendredi matin, une toute nouvelle déchetterie spécialement dédiée aux professionnels utilisant des produits dangereux a été inaugurée à la zone de la Lézarde, au Lamentin. Le site de 150 mètres carrés, mis en place par la filiale du groupe Mon Plaisir, Compagnie, n'est accessible que sur rendez-vous. Extrait en images.
Un commentaire, Geneviève ? Oui, alors ça c'est très bien, mais il faudrait aussi trouver une solution pour les déchets qui ne sont pas spécialement toxiques des professionnels. Aujourd'hui, eh bien les professionnels, par exemple un plombier qui vient chez vous, qui retire une cabine de douche pour en mettre une autre, par exemple, eh bien on ne va pas accepter qu'il mette la vieille cabine parce qu'il est professionnel, comme il vient avec son camion ou sa camionnette, on ne va pas le laisser rentrer dans la décharge. Donc vous avez de plus en plus de professionnels qui mettent leurs déchets au bord de la route. Alors c'est très bien de parler des SUV, donc des VHU, pardon, des VHU, mais effectivement, parce que là c'est catastrophique, mais les déchets comme ça des professionnels, c'est au moins aussi catastrophique. Donc il faudrait rapidement trouver une solution, parce que ça date pas non plus d'hier. Merci Geneviève. La DAF invite les exploitants agricoles à rapidement se rapprocher de leur organisme de service, Agricois, BM Conseil, Cabinet Gestion Nord, CGSR, Ruralité, Multiservices, de leur organisation professionnelle ou de la DAF afin d'effectuer leur déclaration de surface qui peut avoir lieu jusqu'au 15 mai. Néanmoins, les jours précédant le 15 mai étant généralement très chargés, la DAF ne sera pas en mesure d'assurer un service optimal. Elle invite donc les exploitants agricoles à effectuer leur déclaration de surface dès que possible. En cette période de marche à blanc du TCSP, la CTM a tenu à rappeler qu'il est strictement interdit aux usagers automobilistes, motards, cyclistes et même piétons d'emprunter les voies du nouveau moyen de transport. Pas moins de 491 incidents, dont 27 impliquant des individus à pied, ont déjà été signalés, ce qui compromet à la fois la sécurité et le fonctionnement du bus à haut niveau de service. À partir de maintenant, ces comportements que la collectivité qualifie d'anarchiques seront verbalisés. Beaucoup de fonctionnaires des collectivités territoriales sont des agents de catégorie C, la plus basse de la fonction publique. À l'intérieur de cette catégorie, comme à l'extérieur de toutes les autres, il y a des grades. Actuellement, 40% des agents territoriaux de catégorie C situés dans le premier grade ne parviennent pas au deuxième grade à la fin de leur carrière. En effet, pour être nommés à l'ancienneté dans le grade supérieur, ces agents devraient attendre que d'autres agents leur libèrent les places en réussissant notamment à un examen professionnel. Désormais, ce ne sera pas nécessaire. Un décret vient d'être publié qui permet le changement de grade, soit par un examen professionnel, soit après nomination par leur employeur s'ils ont 8 ans d'ancienneté. Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à bien des personnes qui travaillent dans les communes, les intercommunalités ou la CTM. Depuis ce vendredi et jusqu'au 14 mai, le week-end prochain, la foire agricole du Nord va se dérouler sur le stade municipal du Marigot. Au programme, des dégustations, des ventes de produits locaux, des rencontres avec des éleveurs, des cultivateurs et divers intervenants, ainsi que plusieurs sessions d'animation musicale. Pas moins de 10 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Ce vendredi à 20h, au moment où vous regardez ce journal en première diffusion, le siège de l'association Tambou Bokonal au canal Levasseur à Fort-de-France accueille une soirée débat sur un thème qui reste encore assez polémique sur notre île. En effet, il s'agit du drapeau tricolore martiniquais rouge, vert et noir. Si ce lundi 8 mai marque l'armistice de la Seconde Guerre mondiale et la victoire contre l'Allemagne nazie et ses alliés en 1945, n'oublions pas que cette date marque également un événement historique en Martinique. En effet, c'est ce même jour, mais cette fois en 1902, que l'éruption de la montagne Pelée a provoqué la destruction de la ville de Saint-Pierre et la mort de ses quelques 30 000 habitants. Le 25 avril dernier, la mission locale du Nord, située au Robert, organisait une matinée d'information intitulée « Ambition, réussite, formation ».
Organisée chaque année, cette manifestation a pour but de rapprocher les acteurs de la formation du public jeune qui relève de la mission locale du Nord. C'est ce qu'a expliqué Francine Carius, présidente de la commission formation professionnelle et apprentissage de la CTM. Rappelant que ce domaine de compétences relève pleinement de la collectivité territoriale de Martinique, elle a affirmé qu'elle était ravie d'être présente pour assister à cette rencontre et cette matinée d'échange au cours desquelles les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans, sans qualification professionnelle, peuvent bénéficier d'une vraie proximité avec les centres de formation. Elle a donc salué l'initiative de la mission locale du Nord. L'objectif, permettre à ces jeunes de découvrir des formations qui peuvent les intéresser, leur apporter donc une qualification professionnelle et par la suite trouver un emploi. Retour en images sur cette manifestation. Le Crous Antilles-Guyane, qui se charge de la répartition des bourses et des logements étudiants, a rappelé que les étudiants et les élèves de terminale doivent impérativement renvoyer leur dossier avant le 31 mai en formulant donc leurs vœux sans attendre les résultats du bac. À ce jour, 75% des 22 000 dossiers attendus ne sont pas encore parvenus. Notons que les démarches se font désormais en ligne sur le site l'étudiant.gouv.fr. Le collectif pour la Guyane décollée a rangé ses armes, mais c'est maintenant l'Union des travailleurs guyanais, UTG, qui a dégainé les siennes. En effet, ce syndicat, par ailleurs proche du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, mène de front 3 grèves. Nous vous en avons parlé hier. Ce syndicat démontre actuellement qu'il est à lui seul en capacité de bloquer la Guyane. En occupant plusieurs sites de l'EDF, il peut priver d'électricité 40%, soit 27 500 foyers, et en bloquant le port, il asphyxie l'économie. Ce syndicat, comme d'ailleurs tous les syndicats, avance des revendications qui concernent ses adhérents. Paiement des jours de grève, recrutement supplémentaire notamment. Bien entendu, ces revendications sont présentées comme allant dans le sens de l'ensemble des Guyanais, car le problème qui se pose désormais est de savoir si ces derniers vont se mobiliser comme ils l'ont fait au mois de mars et d'avril, juste pour pouvoir satisfaire les revendications de salariés qui par ailleurs sont parmi les mieux rémunérés du territoire. En tout cas, plusieurs voix s'élèvent déjà pour s'étonner qu'un syndicat puisse à lui seul bloquer tout un pays. Elles font observer qu'à EDF, par exemple, seulement 15% des salariés sont affiliés à l'UTG. D'autres s'étonnent de la passivité de l'État et décrivent déjà la Guyane comme un territoire de non-droit, c'est-à-dire où on peut faire n'importe quoi sans risquer quoi que ce soit. Rappelons que la justice a condamné les grévistes qui occupent le centre hospitalier de Guyane, plusieurs sites d'EDF et le port à des astreintes relativement lourdes. Mais cela n'a pas provoqué la levée des barrages. Un commentaire, Geneviève ? Oui, ceci dit, c'est un petit peu le propre des syndicats de faire ça. C'est vrai que c'était un peu décevant après ce mouvement d'union qu'il y a eu. Mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, dans l'Hexagone, des éleveurs désorganisés totalement des régions entières. Mais c'est vrai que ça n'a jamais le même impact parce que c'est plus difficile de bloquer la France entière que de bloquer la Guyane, bien que la Guyane soit étendue. Mais finalement, les zones habitées sont relativement restreintes en Guyane. Malgré les retards dus à l'important mouvement social qui a secoué la Guyane, hier, jeudi, une fusée Ariane a décollé de la base spatiale de Kourou, emportant avec elle un satellite brésilien et un coréen qui seront placés en orbite. Au moins 12 autres lancements de ce type devraient avoir lieu durant l'année 2017. Et puis toujours en Guyane, le Conseil économique, social et environnemental régional a fait paraître cette semaine le tout premier numéro de sa lettre d'information « Faire savoir ». Au sommaire, le rôle du Césaire, son histoire, ses partenaires, ses travaux et un dossier sur la valorisation des marais de Kau.
On peut espérer que le Césaire Martinique va lui aussi se doter d'une lettre d'information. La marque de prêt-à-porter Tati a été placée en redressement judiciaire. Les nombreux salariés de cette enseigne, qui existe depuis près de 70 ans et qui ne compte pas moins de 144 magasins, sont maintenant dans l'attente anxieuse des différentes propositions que feront les éventuels repreneurs. Jiffy se serait déjà positionné, mais le jugement final ne sera rendu que le 29 mai par le tribunal de Bobigny. Fin 2014, en Guadeloupe, à la sortie d'une soirée, un individu âgé de 33 ans avait tué à l'arme blanche un autre homme armé d'un fusil qui prenait à partie une de ses connaissances. L'accusé, dont le casier judiciaire est entièrement vierge, parle de légitime défense, mais regrette cependant son acte et son erreur de porter un couteau en permanence sur lui. L'accusation estime quant à elle que sa réponse était disproportionnée par rapport à la menace, un argument qui, à première vue, peut paraître assez fragile. Le jugement est actuellement en cours à Basse-Terre. Un commentaire, Geneviève? C'est vrai qu'à première vue, une arme blanche contre une arme à feu, on a l'impression que c'est plutôt la personne qui a l'arme à feu qui est en position dominante, et finalement c'est elle qui est morte. C'est assez surprenant. Saviez-vous qu'il existe depuis 2013 des conseillers médicaux en environnement intérieur ou CMEI? Leur rôle est de traquer à domicile, sur prescription médicale, les facteurs de risque pour la santé liés au logement. Ils passent au peigne fin l'air, les sols et les murs chez les personnes que leur médecin leur demande de visiter. En effet, les médecins s'interrogent parfois sur le rôle que peuvent jouer l'habitat et les conditions de vie de leurs patients sur leur état de santé. C'est parfois le cas quand les traitements demeurent insuffisamment efficaces contre l'asthme, contre les allergies, des affections ORL à répétition ou encore certaines pneumopathies. L'objectif du conseiller médical en environnement est de faire en sorte que des personnes dont on a auparavant obtenu l'accord s'approprient ces conseils. Pièce par pièce, le CMEI mesure la température et l'humidité, voire la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Il recherche aussi les traces de moisissures et les sources potentielles de composés organiques volatiles comme les produits ménagers ou les désodorisants. Enfin, il vérifie s'il existe un système de ventilation ou s'il fonctionne. Il arrive souvent que les bouches d'aération soient obstruées, que les appareils de chauffage ou éventuellement de climatisation fonctionnent mal, que certains endroits ne soient pas nettoyés. Les patients ne sont pas toujours conscients de la nécessité d'aérer régulièrement leur logement, alors même qu'ils fument. Certaines des préoccupations concernent le logement lui-même et nécessitent parfois des travaux. D'autres portent sur des comportements individuels, mais ne sont pas toujours, comme l'arrêt du tabac, plus faciles à mettre en œuvre. Constatations et recommandations sont consignées dans un rapport transmis aux médecins prescripteurs et aux patients. Il serait d'ailleurs souhaitable que s'établissent des relations avec les bailleurs sociaux pour les sensibiliser aux principaux points de vigilance dans la conception des logements ou participer à la formation des habitants. Notons que la France comptait en 2016 seulement 76 conseillers médicaux en environnement intérieur pour 168 diplômés. Pourtant, la généralisation de ces conseillers serait bénéfique aux patients, moins de médicaments à prendre, mais aussi à la sécurité sociale, moins de soins à rembourser. Ce sont des démarches de ce genre qui permettraient à notre système de santé d'évoluer pour le bien de tous. On le voit, hein, Geneviève, effectivement, une réelle nécessité, ces conseillers médicaux. C'est une nécessité, et puis ça va vraiment dans le bon sens, ça va dans le sens de la prévention. Et je pense que les personnes chez qui ces conseillers médicaux se rendent finalement un très grand service. Les conseillers médicaux leur rendent un très grand service parce que c'est pas seulement des problèmes de santé, ça, c'est en fait quelque part un peu un problème de savoir vivre, hein, de savoir comment vivre. Et je pense que lorsque on s'en prend comme ça à la prévention, parce que là en fait il ne s'agit pas vraiment encore de prévention puisqu'il s'agit de malades dont la pathologie qu'on n'arrive pas en fait à soigner, donc on en arrive là. Ce qu'il faudrait, c'est que finalement on en arrive là
plus vite, ça pourrait, à mon sens, éviter effectivement beaucoup de soins qui sont bons ni financièrement, finalement, ni même pour la santé du patient. Parce que lorsqu'on prend des médicaments pour soigner quelque chose, c'est pas forcément bon pour l'ensemble de l'organisme de la personne. Donc, il faudrait vraiment aller dans ce sens-là. Mais si, il y a 87, je crois, on a dit conseiller pour toute la France, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci Geneviève. Comment favoriser la mixité sociale et faire en sorte que notamment il y ait moins de quartiers où ne vivent que des gens pauvres et d'autres quartiers où ne vivent que des gens riches? Un des moyens prévus par la loi Égalité et Citoyenneté est le loyer unique. Cette loi vise à établir les niveaux de loyer des logements sociaux en fonction de leur surface et non de leur localisation, de leur ancienneté, de leur mode de financement ou encore de leur bailleur. Ainsi, un T2 à Didier ou à Terreville ne serait pas loué plus cher qu'un T2 à Volga-Plage ou à Trénel. En France, la communauté Rennes Métropole est en train d'expérimenter cette solution. Les bailleurs sociaux devront louer au même prix, quel que soit l'endroit de l'agglomération où se trouve leur logement. Vous souhaitez réagir, Geneviève ? Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de réticence de la part des gens aisés qui ne veulent vraiment absolument pas se mêler au reste de la population, et encore moins aujourd'hui où il y a du chômage et où les pauvres sont totalement considérés comme dangereux, en fait. Donc, mais il faut aller dans ce sens-là, c'est vrai. Emmanuel Causse, ministre du Logement, a annoncé des aides financières supplémentaires en Outre-mer pour accélérer la rénovation des logements sociaux. Il s'agit en réalité de l'extension aux Outre-mer de ce que l'on appelle l'éco-prêt logement social. L'éco-PLS s'adresse aux maîtres d'ouvrage et non directement aux particuliers. Il est destiné au financement de la rénovation énergétique des logements sociaux. Il permet ainsi de profiter des opérations de réhabilitation pour réaliser des travaux de réduction des consommations énergétiques et d'amélioration du confort des logements. Il s'agit donc d'un prêt bonifié instruit par la Caisse des dépôts. Il ne peut pas dépasser 18 000 € par logement. Les logements éligibles outre-mer sont ceux dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010. Sans doute, les sociétés qui, en Martinique, construisent des logements sociaux sont au courant de ce dispositif, même s'il est très nouveau et qu'ils en profiteront pour faire des travaux chez certains de leurs locataires. Tout de suite, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Ce n'était pas au cours d'une manifestation, ce n'était pas à l'occasion d'un affrontement avec la police, il participait tout simplement à une réunion dans un amphithéâtre de son université. C'est là qu'a été assassiné un leader étudiant à Caracas, au Venezuela. L'homme qui a commis ce crime est ensuite monté sur sa moto tranquillement et il a disparu. Décidément, les choses vont mal, très mal, dans le pays de Simon Bolivar. Les manifestations organisées par l'opposition ont déjà occasionné la mort de 37 personnes, sans compter de nombreux blessés, dont certains vont peut-être mourir, dont certains seront peut-être paralysés à vie. Ceux-là, on les oublie souvent. Les manifestants, vous le savez, réclament la démission de l'actuel président Nicolás Maduro et préconisent l'organisation de nouvelles élections. Pour le gouvernement en place, ils sont, ces manifestants, manipulés par les États-Unis. Les observateurs étrangers sur place affirment, eux, que les manifestations sont plutôt la conséquence de l'extrême chaos économique dans lequel se trouve aujourd'hui plongé le Venezuela. Dans la rue, il y a des milliers de personnes qui ont parfois du mal à se nourrir, simplement se nourrir. C'est pour cela, pour tenter de trouver une solution, que l'Organisation des États d'Amérique, l'OEA, a décidé de réunir tous les premiers ministres des pays membres. Mais avant d'aller plus loin, il est intéressant de savoir quels sont les pays qui font partie de l'Organisation des États d'Amérique. Antigua et Barbuda, l'Argentine, les Bahamas,
Barbade, Belize, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa Rica, Cuba, la Dominique, El Salvador, Équateur, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, la Grenade, le Guatemala, la Guyana, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et Grenadines, Suriname, Trinidad et Tobago, l'Uruguay, le Venezuela. Comme on voit, ce sont à peu près tous les pays du continent américain. Difficile de prétendre qu'ils sont tous complices des États-Unis dans ce qui serait une tentative de déstabilisation du gouvernement de M. Maduro. Pourtant, ce dernier a estimé que l'Organisation des États américains se rend coupable d'une ingérence insupportable dans son pays en cherchant à aider qu'une solution soit trouvée à la solution lamentable que connaît le Venezuela actuellement. Et donc, M. Maduro, pour punir l'OEA, a décidé de la quitter. C'est l'occasion de se demander en même temps à quoi servent les multiples organisations qui pullulent dans notre zone géographique et auxquelles les élus majeurs de notre pays veulent absolument adhérer. C'est l'heure de votre rubrique santé. Le torticolis est une simple contracture musculaire comme les crampes que vous avez parfois au mollet. Mais elle se situe ici au niveau des muscles du cou. C'est douloureux certes, mais généralement tout à fait bénin. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer cette douloureuse contracture musculaire dans le cou ? Il n'y a généralement pas de cause précise. Toutefois, certains facteurs peuvent favoriser le torticolis. Un traumatisme, c'est-à-dire un faux mouvement, un choc lors d'un accident de voiture, la fatigue, le stress, une infection ou un état grippal. Face à un torticolis, le maître mot est le repos. Surtout, n'essayez pas de faire des mouvements qui vous font souffrir et limitez les rotations du cou. En attendant que ça se passe, vous pouvez prendre un antidouleur pour vous soulager. Conseil numéro 2 contre le torticolis, chauffer. C'est bien connu. La chaleur, ça détend. Alors pour vous aider et pour aider votre muscle atteint par le torticolis à se décontracter, vous pouvez donc appliquer une bouillotte chaude sur la zone douloureuse du cou ou prendre un bain chaud. Surtout évitez d'appliquer du froid, il contracte les muscles. Profitez-en pour appliquer une crème anti-inflammatoire que vous trouverez en vente libre ou en pharmacie. Normalement, un torticolis ne nécessite pas une visite chez le médecin. Prenez votre mal en patience, votre douleur devrait disparaître d'ici quelques jours. Néanmoins, mieux vaut consulter votre médecin généraliste si vos douleurs sont intenses, si elles sont accompagnées d'autres symptômes, si vous souffrez de torticolis à répétition. Le médecin pourra vous prescrire contre le torticolis des médicaments décontracturants ou encore une séance avec un kinésithérapeute qui posera les bons gestes pour décontracter les muscles de votre cou. Il déterminera la nécessité d'examens complémentaires s'il suspecte la présence d'une pathologie qui favoriserait la survenue de torticolis. Il est l'heure pour nous de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci Geneviève. Merci Catherine de m'avoir accueillie. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. Bonne soirée, bon week-end à vous. J'espère que le week-end sera un petit peu plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette édition. Getty Galva, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Jenny Georges, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Marilyn Étilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25, en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Et puis ne ratez pas à 20h45 votre émission Le Dialogue avec la presse. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon week-end. Profitez bien. Que Dieu garde la Martinique.